Alors, je vous présente en deux mots. Philippe Trainard du Cercle des économistes va nous préciser exactement les enjeux de ce sujet. On va parler d'investissement et comment on peut investir face aux incertitudes. Alors, quand on m'a demandé d'animer cette session, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes? Investir face aux incertitudes, est-ce qu'on n'investit pas plutôt parce qu'il y a de l'incertitude? Ce sera toute la question de ces échanges. Nous avons le plaisir d'accueillir Nicole Notat, qui est présidente de Vigeo Eiris, donc l'agence de notation sociale et environnementale. Nous accueillons également Myriam Durand de Moody's France. Le plaisir également d'accueillir Olivier Millet, qui est membre du directoire d'Euraseo, qui est à mes côtés. Nous accueillons également Philippe Sedbon de Groupama Asset Management et qui également représente l'AFG parmi nous aujourd'hui. Moussa Touré, qui lui dirige Invest in Mali, qui a fait le déplacement pour nous spécialement. Et enfin, nous accueillons Jean-Jacques Barbéris, qui lui représente Amundi. Alors d'abord, je vais demander à Philippe Trainard du Cercle des économistes, qu'est-ce qu'il faut entendre par cet intitulé et pourquoi se poser la question aujourd'hui, comment investir face aux incertitudes? Philippe. Merci Sébastien. Merci à toute l'assistance courageuse à cette heure-ci, surtout qu'on a eu de bonnes chaleurs. Et donc, je vais me faire bref. Je crois que c'est une question importante. Je prendrai quelques exemples et quelques chiffres en France, mais c'est juste à titre illustratif. J'aurais pu prendre des chiffres de l'OCDE, des chiffres des États-Unis, etc. On a quand même une tendance longue que l'on observe dans tous les pays avancés à la baisse et au ralentissement de la croissance du capital en volume. Pour tout vous dire, aujourd'hui, si je prends la France, croissance du capital en volume, elle a été l'année dernière à peu près de 1,1%. Elle a représenté, le FBCF net plutôt a représenté environ 1,1% du PIB, ce qui normalement ne permet pas de maintenir les rythmes de croissance sur lesquels nous sommes. Alors ce ralentissement, on peut y voir plusieurs facteurs et je crois que c'est important de les citer. Il y a 4 facteurs principaux. Le premier point, c'est un facteur purement, j'allais dire comptable, c'est que se développe un capital intangible et il est clair que le capital intangible, c'est assez difficile à mesurer, donc il est absent. Et là, au fond, c'est pas dramatique. Au contraire, c'est qu'on est en train de sous-estimer de facto le véritable investissement. Après ça, nous avons des facteurs démographiques. Effectivement, le ralentissement de la croissance démographique et de la natalité a un effet mécanique sur le ralentissement. On ne peut espérer qu'elle n'ait pas d'effet, en revanche, sur la progression du PIB par tête. Maintenant, ce qu'on peut craindre éventuellement, même si ce matin, dans certains des débats qui ont eu lieu, la notion de vieillissement psychologique a été écartée, néanmoins, il y a des interrogations. Est-ce qu'avec le vieillissement de l'économie, il n'y a pas un certain vieillissement psychologique du dynamisme d'entreprise? Troisièmement, et ça c'est très important, nous avons des taux d'intérêt très bas. Alors en général, on pense que les taux d'intérêt très bas, c'est bon, puisque ça favorise le crédit, ça favorise l'investissement. On a tous eu les courbes de Keynes à l'esprit. Mais en même temps, les raisons pour lesquelles le... Pardon ? Nous avons un petit problème de son, Philippe. Il y a un problème de son. Oui, un souffle quand vous parlez. Vous ne m'entendez pas ou... Voilà, c'est mieux. Ça c'est mieux ? Bon. Oui. Très bien. En revanche, aujourd'hui, les taux sont bas, pas pour de bonnes raisons, mais pour éventuellement de mauvaises raisons en termes d'investissement. C'est que l'investisseur ne veut plus prendre du risque, qu'il se replie sur des actifs non risqués. Et on voit donc ces actifs non risqués baisser leur taux d'intérêt alors que la prime de risque augmente, ce qui n'est pas un bon signe. Et donc ça, c'est un véritable problème sur l'univers des risques. Et c'est mon dernier facteur, c'est que l'univers des risques est perçu par la majorité des agents économiques comme plus risqué, comme en croissance. Avec notamment, on peut citer, mais ce n'est pas tout à fait limitatif,
les risques d'une stagnation séculaire, d'un ralentissement de la croissance, d'une japonisation par exemple de l'Europe. Deuxièmement, la montée des risques cyber. Troisièmement, la remise en cause de ce que certains appellent, politologues, l'ordre global libéral, et aussi le changement climatique et les coûts qu'il est susceptible d'imposer à l'économie et qui peut effrayer, d'autant plus qu'on ne sait pas très bien dans quelles conditions la responsabilité des investisseurs, par exemple sur des technologies moins propres, pourrait être mise en cause ou non d'ici 20 ou 30 ans, ou voire même 10 ans. Alors, cela m'amène à juste me tourner sur les questions. C'est comment retrouver les ressorts de l'investissement. Moi, je n'ai pas de solution, mais quelles sont les questions qui se posent? Le premier point, c'est aussi de se dire que peut-être il faut investir plus en investissant dans des grands projets d'infrastructure. Et là, c'est un petit peu les idées qui ont été défendues tout au long de nos séances sur le développement de grands projets européens et de modernisation des infrastructures. Toutefois, il y a une certaine méfiance peut-être à préserver par rapport à la relance de la dépense publique dans des pays notamment comme la France, où nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE, le taux de dépense publique à peu près le plus élevé aussi, ou pas loin d'être le plus élevé, une dette publique élevée et donc avec des marges de manœuvre étroites. Il est certain qu'on n'a pas les mêmes marges de manœuvre en matière de dépense publique quand on est un peu aux limites de ce que l'on peut faire ou quand on a devant soi beaucoup de marge de manœuvre. Le deuxième point, je crois qu'il faut travailler sur les incitations. Il y a la question du travail sur les incitations, n'est-ce pas, à l'investissement, en favorisant la concurrence. On a pu dans de nombreuses séances ce matin voir que la question de la concurrence était fondamentale, n'est-ce pas, et sur la fiscalité du capital. Et enfin, un dernier point, attention à la montée de l'aversion collective au risque aussi. Parfois, certaines régulations financières peuvent favoriser ce que j'appellerais une aversion non point individuelle, mais collective. Voilà les questions qui se posent et qui sont, je pense, ceux qui peuvent attirer l'attention du panel. Merci Philippe Trainard. Je vais me tourner vers Myriam Durand, donc, qui présente Moody's. Vous vouliez nous parler des nouveaux risques auxquels nous sommes confrontés et qui modifient notre perception des investissements. Oui, et visiblement j'en ai raté un parce que je ne connaissais pas le risque de vieillissement psychologique. Donc Philippe, il faudra une petite séance de rattrapage. J'ai raté le panel ce matin. Moi, j'aurais voulu parler des nouveaux risques qui créent des nouvelles incertitudes qu'on a vu émerger sur les dernières années. Il y en a un qui est évident, c'est le risque environnemental. J'ai eu l'immense privilège de participer à un panel le jour de l'ouverture de la COP21 en 2015. Et au vu des gens qu'il y avait dans la salle, le monde financier s'était clairement réveillé sur le fait que c'était plus simplement une histoire d'écolos qui élevaient des chefs dans le Larzac, mais vraiment une nécessité impérieuse de financer quelque chose d'important. Donc ça pose une question de quantum, de dette à financer ou de projet à financer. Ça pose aussi une question de temporalité. Moody's avait publié une longue étude en 2015. On avait regardé toutes les classes de dette qu'on note. Ça faisait à peu près 70 000 milliards de dollars de dette notée. Et on avait regardé les 5 risques environnementaux classiques, pollution de l'air, pollution du sol, le CO2, les risques de cyclones et de désastres naturels divers. Et sur ces 86 secteurs, 70 000 milliards de dettes, il y en avait déjà 2 000 milliards qui impactaient les notes, donc les ratings financiers. Donc la transition avait déjà commencé et impactait déjà les sociétés. Alors évidemment, dans le minier ou dans les utilities, c'est évident, mais on avait aussi trouvé qu'il y avait une émergence de risques sur des secteurs qui n'étaient pas encore capturés par les marchés financiers. Donc cette étude-là, on l'a remise à jour en 2018 et le quantum de dette avait encore augmenté. Donc, il y a une question de quantum de dette, il y a une question de risque dans le E, de l'ESG, mais on voit aussi émerger d'autres nouveaux risques dans le S ou dans le G, et on y reviendra, je suis sûre, dans ce panel, qu'on a du mal à quantifier ou à analyser. D'autres types de risques aussi, et je crois que Philippe y a fait allusion, tous les risques de cyber. Il y a des sociétés françaises qui ont été impactées dans les années précédentes. Le NHS en Angleterre. Aux États-Unis, Equifax a dû passer une provision de 700 millions de dollars liés à l'impact d'un certain nombre de cyber-risques qui se sont matérialisés sur les 18 derniers mois. Donc c'est réel, et là aussi, ça impacte réellement les sociétés.
la quantification de ces risques est compliquée. Et puis d'autres risques un petit peu liés à celui que je viens de citer, les risques de crimes financiers, les risques de chaînes d'approvisionnement. Les sociétés les ont vus arriver, mais ont du mal à les appréhender. Ça pose un deuxième défi, qui est le défi de la temporalité, notamment sur toute la sphère des risques environnementaux. Ceux d'entre vous qui avaient un peu suivi la COP21 ont certainement lu le speech de McCartney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui s'appelait « Tragedy of the Time Horizon », où, si je simplifie, il expliquait qu'on prend tous des décisions d'investissement sur un horizon de temps relativement court, alors qu'en fait, l'incertitude et les risques sont liés à des développements extrêmement longs. Les défis climatiques se développent sur 20 ans, 30 ans, 50 ans. Même si on est d'accord avec ce postulat que ça va prendre du temps, la question suivante, c'est quel type de scénario on regarde. Et même les pays qui ont signé l'accord de Paris ne sont pas tous d'accord sur le type de scénario qu'on regarde. 2 degrés, moins de 2 degrés, plus de 2 degrés. En tout cas, on est bien au-delà de l'univers classique de temporalité qui est regardé par le monde des investisseurs. Donc ça donne lieu à un certain nombre de défis qu'il faut relever. Analyser cette temporalité, regarder une analyse qui est par essence complexe, parce que contrairement, et chez Moody's évidemment, on regarde l'aptitude à rembourser la dette, c'est la base de l'analyse de crédit de rating, mais on peut être impacté par des facteurs qui ne sont pas forcément financiers. Comment on les analyse, sachant qu'on n'a pas forcément d'indicateurs, contrairement à la comptabilité, qui maintenant est quand même relativement, il y a 30 ans, chaque pays avait ses normes comptables, maintenant ça s'est quand même relativement standardisé. Là, il n'y a pas de standard. Comment on établit des standards? Comment on établit des indicateurs qui sont tous utilisés plus ou moins de la même manière par le marché? Donc, ça donne lieu à une troisième difficulté, notamment pour les marchés financiers, c'est la difficulté d'y mettre un coût, donc un prix. On voit par exemple sur le marché des green bonds, des obligations vertes, qu'il y a assez peu de différence de prix, de pricing, entre un bond green et un bond non green. En partie peut-être parce qu'il n'y a pas de standard, en partie peut-être parce qu'il y a tellement d'émetteurs que la demande n'est pas encore calée par rapport à l'offre. En tout cas, le fait est que pour le moment, il n'y a pas un spread, il n'y a pas une différence de coût qui est particulièrement notable. Et la quatrième question que ça pose, c'est comment on peut apprécier et influencer ces comportements. Le régulateur, notamment en Europe, d'ailleurs on peut faire cocorico, la France, pour une fois, est vraiment très très en avance, je ne sais pas si c'est pour une fois, mais très en avance sur ces sujets. Et pas uniquement parce que le président des États-Unis a décidé de se retirer de l'accord de Paris, mais notamment le monde des investisseurs s'est réveillé assez tôt sur le fait qu'il fallait participer de manière assez active à cette transition. Donc quel est le rôle du régulateur? En Europe, la Commission européenne, il y a eu les travaux du High Level Expert Group qui a donné lieu à un Technical Expert Group qui a rendu des conclusions, tout le monde y travaille. Qu'est-ce que ça va donner? Quel type de standardisation, vers quel type de standardisation allons-nous arriver? Après, il y a les forces du marché. McCartney avait lancé avec Michael Bloomberg la TCFD, la task force qui regardait la disclosure non financière, qui a là aussi rendu des travaux, fait des préconisations. Maintenant, il faut que les marchés financiers et les acteurs privés se saisissent de ces travaux et en fassent quelque chose. Que vont-ils en faire? Et puis, il y a l'émergence de nouveaux produits, de nouvelles innovations qui sont des risques, mais qui sont très probablement des opportunités. L'univers Big Data, l'univers de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on en fait collectivement? Qu'est-ce qu'en font les entreprises? Qu'est-ce qu'en font les agences de notation? Qu'est-ce qu'en font les agences extra-financières? Qu'est-ce qu'en fera le régulateur? Donc ça donne des nouvelles données, ça donne aussi lieu à des nouveaux produits. J'ai parlé des obligations vertes, il y a aussi des green loans, des social loans, des sustainability loans. Donc en fait, ça crée des risques, ça crée très probablement des opportunités. Et j'en suis à moins de 7 minutes, Philippe. Merci, Madame Durand. Nicole Dota, quel est votre regard sur cette question que nous débattons aujourd'hui? Alors moi, je voulais vous dire que j'ai trouvé que le thème de ces séances aujourd'hui à Aix était particulièrement bien trouvé, c'est-à-dire le thème de renouer la confiance me semble vraiment tout à fait un sujet d'actualité. Et donc, si on cherche à renouer la confiance, ça veut dire qu'on doit être entouré de beaucoup de défiance. Et je voudrais vous parler d'un type de défiance qui ne se mesure pas à travers des algorithmes, qui ne se mesure pas à travers des équations mathématiques, mais qui est bien présent en France et dans le monde d'aujourd'hui. C'est la défiance à l'égard des élites, c'est la défiance à l'égard de la globalisation en général,
On a aujourd'hui énormément de gens qui considèrent ou qui ont le sentiment de ne pas avoir sa juste part de la croissance, qu'il y a une forme de relégation, d'absence de perspective. Ça se développe d'ailleurs plutôt dans les pays développés aujourd'hui que dans les pays en développement, parce qu'il y a eu recul de la pauvreté et amélioration de la richesse dans ces pays, mais c'est une réalité. Finalement, les gens aujourd'hui se disent que les dégâts, à tort ou à raison, on n'est pas dans le rationnel, et encore, sont, je dirais, pour tout le monde, alors que finalement, les bénéfices ne sont que pour quelques-uns. Et cette défiance, elle est aussi, bien sûr, à l'égard des politiques, à l'égard de toutes les élites, mais aussi autour de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qu'on avait relevé dans le rapport avec Jean-Dominique Sénard, qui est venu en parler ici l'année dernière, c'est qu'il y a un grand besoin de renouer la confiance aussi avec les entreprises et avec la finance. Car la finance n'a pas non plus bonne presse et elle est vraiment parfois considérée comme à la source de tous nos maux. Alors, c'est d'autant plus inquiétant, me semble-t-il, c'est que en même temps qu'il y a tout ça, les risques, y compris d'hommes providentiels, je n'insiste pas là-dessus, nous avons un impératif, Myriam vient d'en parler, de réussir des transformations d'envergure, de trouver des solutions qui soient des solutions pour une croissance durable, verte, inclusive, j'insiste sur le inclusive, car avancer vers la finance verte sans se préoccuper, les finances vertes ou les transformations d'entreprises qui vont dans ce sens-là, sans se préoccuper des retombées sociales, des impacts sociaux, c'est à tout coup se renvoyer des freins, renvoyer des risques, au moins de recul ou de retard sur les transformations qui doivent être conduites, et elles doivent effectivement l'être impérativement. Alors en même temps que je dis ça, je dis tout de suite que oui, il y a des gens qui bougent. C'est le cas des entreprises. Je veux vous dire aujourd'hui que dans les entreprises qui ont fait les assemblées générales là, ces derniers mois, le thème principal qui est arrivé en tête sur les discussions dans les assemblées générales, c'est le sujet de la raison d'être. Vous savez que c'est finalement à quoi je sers, comment je veux, et l'idée que je me fais de mon métier, de mon travail, qu'est-ce que je donne comme garantie. Et ce qui est donc tout à fait un signe pour les entreprises. Pour la finance, je suis bien placée, et les gens qui sont autour de la table également, les pratiques bougent. Il y a de l'investissement qui s'appelle responsable, l'investissement vert, l'investissement qui intègre préoccupation ces enjeux fondamentaux, avec effectivement la notion d'horizon de temps. Myriam en a parlé aussi sur la temporalité, qui fait qu'il y a peut-être aussi à revisiter les horizons de temps de l'investissement et les conditions dans lesquelles les décisions d'investissement, la finalité, l'objet de ces investissements est pris en compte. Alors je voudrais vous lire, sans être trop longue, une citation de Larry Fink. Larry Fink, c'est, comme vous le savez, le patron de BlackRock, grand fonds de gestion passive, qui, c'est intéressant qu'un Américain nous parle de la raison d'être qui est née en France, ce qui veut dire que là, nous avons peut-être pour une fois la possibilité d'inspirer aussi d'autres acteurs que les simples Européens. Il dit « Chaque entreprise a besoin d'un cadre pour naviguer. Cela doit débuter par une incarnation concrète de la raison d'être dans le business model et dans la stratégie de l'entreprise. » Je vais y venir, on pourrait presque s'y mettre, et dans la stratégie de l'investisseur. La raison d'être n'est pas qu'un slogan ou qu'un argument marketing, c'est le motif essentiel de l'existence d'une entreprise. La raison d'être, ce n'est pas seulement la recherche du profit, c'est la force motrice pour les réaliser. C'est Larry Fink qui dit ça, on a envie de lui dire chiche. C'est-à-dire, comment peut se traduire, du point de vue des investisseurs et de tous ceux qui participent au financement de l'économie, quels que soient les modes de financement en question, est-ce qu'on peut imaginer, parce que je crois profondément que la perception qui existe aujourd'hui chez beaucoup de nos concitoyens, mais pas seulement en France, à la fois de l'entreprise et de la finance, participe de la réussite des transformations. Et que nous ne pouvons pas négliger, nous ne pouvons pas considérer que c'est une fatalité, que c'est quelque chose avec lequel il faut faire, parce que peut-être qu'un jour, ça se développera à un tel niveau que nous serons, y compris, handicapés dans la capacité de faire et dans la capacité d'avancer dans ce sujet. Donc, oui, on parle de création de valeur durable, oui, on parle aujourd'hui
nouvelle croissance soutenable, verte et inclusive, mais ça ne se sait pas assez. Et je pense qu'il est peut-être temps de réfléchir aux conditions dans lesquelles on peut davantage donner à voir, davantage permettre à des gens qui ne le croient pas, tous ne changeront pas d'avis, ce n'est pas ça la question, mais tous ceux qui contribuent et participent à donner une autre image, une autre perception dont je parlais au début est incontestablement bonne à prendre. Et voilà, mon idée, c'est finalement les investisseurs, les financeurs de l'économie, seriez-vous prêts à réécrire aujourd'hui, dans ce monde qui change, dans des conditions dans lesquelles vous devez exercer votre métier, seriez-vous prêt à réécrire, sans changer votre responsabilité fiduciaire, sans changer le cœur de ce que vous êtes, seriez-vous prêt à écrire votre raison d'être par rapport aux défis qui sont ceux du monde d'aujourd'hui et qui concernent aussi les investisseurs? Merci Nicolas. Alors justement, on va se tourner vers les investisseurs. Et... Ben oui. Allez-y. Non, ben chiche. Jean-Jacques Barberis, est-ce que vous voulez répondre déjà dans un premier temps à ce que vient de dire absolument. Nicolas absolument, parce que pour rebondir sur ce que Nicole Notta vient de dire en conclusion, d'abord par boutade, si la finance française a pu inspirer des propos à Larry Fink, par définition nous en sommes très fiers, et deuxièmement, je pense qu'elle a abordé un point qui est très important, qui est effectivement que sur un certain nombre d'enjeux, la bataille ne sera gagnée qu'à partir du moment où on fera la démonstration que c'est effectivement dans notre responsabilité fiduciaire de les intégrer. Je vais prendre un exemple avant de rentrer un petit peu dans le détail, mais typiquement sur la question climatique qui a été évoquée par Myriam, si la conversation avec les investisseurs a fondamentalement changé depuis plusieurs années, c'est parce qu'aujourd'hui, la discussion que nous avons, nous, gérants, avec nos investisseurs, c'est justement une conversation qui porte sur les risques. C'est-à-dire fondamentalement, ce qu'on peut dire à un investisseur dans son portefeuille, c'est effectivement, si vous ne prenez pas cet élément en compte, vous embarquez un risque à l'intérieur de votre portefeuille, et donc vous devez le prendre en compte, et c'est votre responsabilité fiduciaire de le prendre en compte vis-à-vis de vos mandants. Et je pense que quand ce débat outre-Atlantique aura été définitivement gagné, à ce moment-là, il y aura un changement de paradigme réel. Mais aujourd'hui, la conversation qu'on a, nous, et je pense les collègues aussi, avec les investisseurs institutionnels qui sont derrière, sur le climat, par exemple, on ne l'a pas sur des thématiques d'éthique. On l'a sur des thématiques financières. Et c'est en l'ayant sur des thématiques financières qu'on arrive à mobiliser massivement des capitaux. Je vais vous donner un exemple de fait stylisé, dans ce qu'on appelle la gestion passive. Donc c'est une gestion où on réplique des indices de marché. 70% des appels d'offres en Europe sur la gestion passive, aujourd'hui, en Europe, ils intègrent des critères ESG. Je pense que personne ne le sait, mais d'une certaine manière, ça montre que l'industrie est en train de bouger. Donc ça, c'était pour répondre aux chiches. Donc je pense que oui, effectivement, en effet, il y a une prise de conscience et de responsabilité des investisseurs qui est en train de se mettre en place, et c'est du côté des gérants notre responsabilité d'accompagner les investisseurs en la matière. Peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, moi je voudrais juste vous donner, quand je faisais des cours d'économie, j'expliquais à mes étudiants qu'il fallait toujours commencer par des faits stylisés. Alors je ne sais pas si c'est la bonne méthode encore, mais néanmoins je trouve que c'est utile pour essayer de répondre à la question de départ, c'est-à-dire est-ce que effectivement comment on investit face aux incertitudes. Ça peut paraître une évidence, mais aujourd'hui est-ce que les incertitudes qui ont été décrites par Myriam, elles pèsent sur l'investissement et la manière dont les investisseurs investissent? La réponse est oui. Ça, on le voit de manière très claire. Pour vous donner deux chiffres, un qui concerne les investisseurs institutionnels et un qui concerne les investisseurs particuliers. Les investisseurs institutionnels, dans les 2 dernières années, en Europe, ils ont assez sensiblement augmenté leur allocation en cash. Ça veut dire qu'ils sont en position d'attente. Quand vous regardez les investisseurs particuliers en France, dans les 2 dernières années, vous avez eu une augmentation massive de l'investissement dans les dépôts à vue et plutôt de la réduction dans des investissements dans des fonds, actions ou autres qui ont une dimension plus long terme. Donc ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'environnement d'incertitude qui a été décrit par Myriam, il pèse effectivement sur l'investissement de long terme, on le voit de manière très claire. Et aujourd'hui, dans les conversations qu'on a avec les investisseurs, les risques qu'ils mentionnent, ou les incertitudes qu'ils mentionnent, je reviendrai après sur la différence entre incertitude et risque, parce que je pense que c'est important, c'est un peu une des clés de la question. Dans les incertitudes qu'ils mentionnent, il y a évidemment l'incertitude géopolitique, la transition de pouvoir entre les États-Unis et la Chine, c'est une évidence. Il y a le risque macroéconomique, notamment la très bonne question de savoir où on est dans le cycle. Je serais curieux de connaître la réponse des collègues autour de la table, mais c'est une question compliquée, surtout dans l'environnement de taux dans lequel on est. Une question fondamentale qui est est-ce qu'il y a des moyens de relancer la croissance potentielle qui est à des niveaux historiquement bas?
notamment en Europe, c'est aussi une des questions qu'on trouve. Et puis, effectivement, toute la question de l'investissement face aux nouveaux défis que sont notamment le changement climatique. Donc, effectivement, aujourd'hui, ces incertitudes-là, elles pèsent sur l'investissement et ça confirme la théorie, qui est une théorie historique. Vous regardez, on crée des indices d'incertitude sur les marchés et quand les indices d'incertitude augmentent, ça se traduit mécaniquement par de la volatilité, des rendements en moins et donc des investissements en moins. Donc, par rapport à ça, et c'est pour revenir sur la question de départ, qu'est-ce qu'on fait face à? Donc, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Je pense que pour moi, la vraie question, c'est de savoir comment on revient un peu au cœur de la théorie économique, qui est comment on passe de l'incertitude au risque. Donc, il y a un excellent bouquin de M. Knight en 1921, Uncertainty and Risk, qui était les premiers travaux qui a fait la distinction entre les deux et qui montre que la différence entre un risque et l'incertitude, c'est que le risque, ça se mesure, ça se probabilise, et donc par parenthèse, ça veut dire qu'on s'assure, et inversement, l'incertitude, c'est quelque chose contre lequel on ne sait pas s'assurer, donc vis-à-vis duquel on ne sait pas investir. Et donc pour moi, la vraie question, c'est de savoir comment on essaie de réduire l'incertitude pour la transformer en risque. Et à ce moment-là, on mesure quel est le risque et on sait s'il est rémunéré. Et c'est ça la question qu'on a. Donc ça, pour ça, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs techniques. D'abord, c'est allonger l'horizon de temps. Si on est plus long, par définition, on a plus de capacité à investir dans un environnement incertain. Ça pose un certain nombre de questions, notamment sur la manière dont l'industrie est organisée plutôt pour le court terme. C'est une question assez large. Vous avez la possibilité de diversifier. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que dans l'environnement de taux actuel, dès qu'il y a un petit peu de diversification, tout le monde se rue là où on peut se diversifier, et donc à la fin, tout converge vers des taux qui sont très bas, et c'est une autre technique. Et puis, il y a une question qui, pour moi, est très importante, qui est d'avoir des données qui permettent de réduire les incertitudes et de les transformer en risques. Donc, sur le climat, maintenant, on commence à y arriver. Mais il y a une vraie bataille intellectuelle à mener pour être capable d'avoir des données qui permettent de traiter certains des nouveaux enjeux qui sont devant nous. Je pense que la question sociale est assez chère à Nicole Notat, mais aujourd'hui, on a des conversations avec des investisseurs qui ont bien conscience que la question des inégalités sociales, elle a des conséquences sur les modèles de démocratie libérale, elle est potentiellement destructrice de valeur, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on a comme données pour faire face à ça et comment on investit face à ça. Et ça, c'est un sujet qui est devant nous. Donc je pense que par rapport à ça, il y a un sujet fondamental qui est pour nous, qui est de continuer à mener de la recherche et de la bataille intellectuelle pour réussir à réduire ces incertitudes, à les transformer en risques et à partir de là, de les intégrer dans la manière dont on investit, puisque encore une fois, c'est à partir du moment où ces risques-là, on considère qu'ils participent de notre responsabilité fiduciaire, qu'on fait bouger effectivement les investisseurs. Merci Jean-Jacques Barberis. Philippe Sedbon, comment vous réagissez à ça? Comment je réagis? Je crois que le chiche dont vous parliez, et pour rebondir sur l'engagement que demandait Nicole Notat à l'instant, et comme Jean-Jacques l'a déjà mentionné, on est déjà engagé là-dedans. Si je parle au nom des sociétés de gestion d'actifs françaises, vous prenez les 50 premières sociétés de gestion de la place de Paris, donc en France, toutes ont une politique d'investissement responsable déjà affichée et qui les engage, premièrement, et ça représente à peu près 75%, merci à Moody d'ailleurs, mais 75% des actifs gérés en France. Donc c'est pas rien, c'est une grosse partie. Alors ce que je vous propose, c'est d'aborder le sujet de cet investissement face aux incertitudes ou avec l'incertitude, justement, en vous parlant de vous et de moi. J'entends depuis hier, ce matin, cet après-midi, les banques font mal leur travail, la finance est responsable de beaucoup de choses, c'est vrai, depuis longtemps, sauf que je pense que beaucoup de choses ont changé et rapidement, et les choses s'accélèrent encore. Mais finalement, l'investissement et l'orientation des investissements dans les entreprises, la façon dont on flèche ces investissements dépend beaucoup de la façon dont on épargne. Donc si vous et moi laissons notre argent sur des comptes courants en livret A ou en SICAV monétaire, il y a peu de chances qu'à l'arrivée, ça se retrouve dans des projets économiques de moyen et long terme. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais je pense qu'il faut qu'on se penche là-dessus. Alors je vous propose qu'on s'y penche ensemble et qu'on évoque l'autre face de la pièce, la partie investissement, et on ne peut pas la décorréler de la partie épargne.
L'épargne se transforme en investissement, et ainsi de suite. Au passage, il peut y avoir de l'endettement qui donne un peu plus de poids à l'épargne, mais on a absolument besoin d'épargne, on a besoin de bien orienter son épargne. Alors, vivre avec les incertitudes, et Jean-Jacques l'a parfaitement décrit, incertitude et risque, mais finalement, ça a toujours été, c'est ça la norme. C'est ça la norme de notre vie sur Terre, toujours, depuis toujours. Et je prends juste un exemple récent, ne remontons pas trop loin. Si on reprend les années 70, on a eu un passage finalement des années 90 où on a eu une superpuissance qui a imposé son modèle et sa puissance économique et militaire à tout le monde. Mais finalement, la norme, c'est bien l'incertitude et le risque. On reprend les années 70, on a eu Bretton Woods qui a modifié de grandes choses dans l'ordre mondial, on a le Watergate, un président des États-Unis qui démissionne, on a le Vietnam, on a la guerre israélo-arabe, on a 2 chocs pétroliers, on a l'Afghanistan. Je crois qu'en termes de risque et de bruit sur les marchés financiers notamment, on a eu notre dose dans les années 70. Pourtant le système est toujours là, pourtant l'investissement en actions s'est révélé comme le meilleur rendement sur le long terme. Donc, évidemment, quand on cumule ces incertitudes avec d'autres choses, et les autres choses sont aussi importantes et participent à notre perception de ce monde de plus en plus incertain. Et ces autres choses, on l'évoque, et c'est un élément structurel, c'est le vieillissement de la population. On a des normes qui nous incitent de plus en plus à regarder l'extrême court terme. On valorise nos actifs au jour le jour, et donc on est dans quelque chose de proactif finalement en termes d'occurrence de risque. Et puis, pardon, mais c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs, on a un très faible niveau d'éducation économique et financière. Et lorsqu'on arrive à tout ça, lorsqu'on cumule tout ça, eh bien finalement, on a une prise de risque et une acceptation de la perte en capital qui est devenue quasiment nulle. Elle est devenue quasiment nulle. Bien entendu, elle fait suite à 2 grandes crises, 2008 et début des années 2000. Mais pour autant, notre acceptation de la perte en capital est devenue quasiment nulle. Et ce n'est pas très étonnant dans un pays, finalement, qui a gravé dans sa constitution le principe de précaution. Alors, moi, ce que je vous propose, parce que finalement, notre acceptation du risque, elle est très faible, et pour autant, on a les mêmes besoins qu'avant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'épargner pour ses enfants, pour les études, pour acheter sa résidence principale, pour préparer sa retraite éventuellement. On a de multiples besoins d'épargne, et finalement, on a des projets qui sont à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, je vous propose 3 propositions et 2 souhaits. En plus, je rajouterai 2 souhaits. Et je vais en développer que 2. Première proposition, c'est faire correspondre, mais elle est essentielle, et j'enfonce une porte ouverte, pardonnez-moi, mais faire correspondre la durée de l'investissement avec la durée du projet, et donc l'offre d'épargne avec cette durée-là. Si l'objectif c'est la retraite, on n'investit pas en SICAV monétaire ou en produits très courts que l'on roll, que l'on tourne tous les 2 ans. Ça paraît évident, mais je pense qu'on avait un déficit de ce côté-là. Je dois dire que, tant mieux, la loi Pacte et l'évolution de l'offre d'épargne retraite en France va venir pallier à ce sujet-là, mais c'est un élément majeur et structurant. On a un deuxième sujet, il a été évoqué assez largement précédemment, mais il est majeur aussi, c'est comment finalement on investit en gérant à la fois le risque et les opportunités dans des projets de moyen et long terme, justement, pour faire correspondant à cette durée des investissements et à cette durée de projet. Et donc là, il n'y a pas de doute, la finance durable est la réponse à cela. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc si on analyse correctement les risques et aussi qu'on tient compte des opportunités offertes par cette finance durable, normalement, on devrait répondre favorablement aux attentes de rentabilité et du couple rendement-risque attendu par les épargnants. La finance durable, je me permets d'insister, ça a été mentionné, mais j'insiste là-dessus, c'est bien plusieurs piliers. Elle est capable de répondre à la transition énergétique, la transition démographique et la transition numérique aussi. Et si on ne s'intéresse pas aux 3 et aux 3 en parallèle, on déséquilibre l'ensemble. À juste titre, l'urgence climatique est prise en compte. On nous en parle d'ailleurs toutes les heures désormais, dès que vous êtes éveillé le matin.
Mais, et c'est un sujet central. Pour autant, si on ne traite que l'urgence climatique, on a un déséquilibre, y compris en termes de prix d'actifs, parce que si vous orientez l'ensemble des investissements au même moment sur une petite partie d'investissement potentiel, vous créez une bulle d'actifs et le résultat, il est connu à l'avance. Il sera désastreux justement pour réussir cette transition énergétique. Donc comme je vois que le temps est écoulé, je ne développerai pas le troisième, mais c'est de développer l'éducation financière, c'est essentiel, et l'association dans laquelle j'œuvre de temps en temps est en train justement de travailler et de travailler avec la Banque de France sur ce sujet-là. Donc on pourra en reparler à la rentrée. J'en viens maintenant à mes deux vœux. Il y en a un, c'est on le maîtrise, il est dans nos mains. J'en appelle à nos gouvernants, qu'ils soient domestiques, européens, dans les autres pays, s'il vous plaît, laissez-nous de la stabilité législative et fiscale. Ça participe aux incertitudes, ça participe à la perception de l'incertitude. Quand on vous change le régime fiscal tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable. Je ne vois pas comment on peut bâtir une épargne à 10 ans, 15 ans en l'absence de stabilité fiscale ou en présence de surtransposition des règles européennes. Donc merci, au moins d'œuvrer sur ce sur quoi on a la main. Et le dernier point, c'est la fin du monde à taux zéro. Ça a été mentionné, mais la fin du monde à taux zéro, c'est crucial. Avoir des taux d'intérêt à zéro, donc avoir un coût du capital à zéro et pour longtemps, c'est absolument déraisonnable. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et donc, on entre dans le n'importe quoi. C'est-à-dire, vous avez votre entreprise, j'ai mon entreprise, on est dans le même secteur, on fait à peu près la même chose. La vôtre est bien gérée, elle est performante, elle a un produit performant. La mienne est mal gérée, mal organisée, elle a un produit peu performant. Pour autant, aujourd'hui, au moment où on parle, elles ont à peu près les mêmes taux de refinancement. C'est totalement déraisonnable. Donc, les taux zéro, le coût du capital à zéro, amène une mauvaise allocation du capital économique et financier. Donc, sortons-en. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'arrivera pas à sortir rapidement de ça. Donc, puisqu'on ne peut pas en sortir et qu'on ne sait pas à quel moment on pourra le faire, adopter juste une règle, la diversification, diversifier vos actifs, c'est la seule façon d'avoir un rendement qui soit à la hauteur du risque-prix, premièrement, et deuxièmement, faites confiance à la gestion collective, qu'elle soit chez Jean-Jacques, chez moi, ou dans un domaine d'investissement plus direct, la gestion collective est supérieure en termes de gestion du risque. Merci. Merci. Olivier Millet, Euraseo. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous ajouter par rapport à tout ce qui a été dit brillamment? Je vais revenir sur plusieurs idées, peut-être un peu iconoclastes, mais juste préciser que je suis membre du directoire d'Euraseo, je suis ancien président de France Invest, qui est le pendant de l'AFG dans l'univers du non-coté, que je suis également membre du conseil exécutif du MEDEF. Donc c'est avec ces diverses casquettes que je m'exprime aujourd'hui, en conscience. Pour vous dire plusieurs choses. Dans les choses importantes qui ont été dites, le temps long est probablement la clé d'entrée de toute forme de raisonnement. Puisqu'à partir du moment où on remet du temps, on peut gérer les incertitudes, on peut gérer les risques. La pasteurisation de l'économie, la congélation de l'économie auquel on assiste, à coup de réglementation notamment, emmène collectivement toute notre épargne vers quelque chose qui ne peut pas produire de rendement, puisqu'on va demander, deuxième élément, une liquidité tous les soirs à un investissement. Prenons un raisonnement assez simple. Est-ce qu'il est rationnel d'imaginer qu'un immeuble est vendable tous les soirs? La réponse est non. Donc l'investissement dans une entreprise, l'investissement dans un projet, si je veux affronter les aléas, je suis obligé d'avoir du risque. Donc on a un vrai problème structurel qui est la durée pendant laquelle l'épargne est autorisée à s'investir. Premier point. Deuxième point, quand on ne fait plus confiance aux humains, dans les grandes sociétés qui collectent l'épargne, on est en train massivement de remplacer des humains par des mathématiciens issus de nos meilleures grandes écoles pour fabriquer des algorithmes permettant d'entrer et de sortir au bon moment. Tout ça
parce qu'on met sous pression la gestion d'actifs en allant vers un truc qui est déraisonnable, c'est de ne plus donner d'argent à la gestion. Tu seras d'accord avec moi? Alors, il se trouve que j'ai des bonnes nouvelles à partager avec vous. C'est que le monde ayant horreur du vide, le monde du non-côté, qui n'est plus de financer M. Boudu à Romorantin avec un crayon en bois sur l'oreille, pardon pour les traducteurs, ça doit être un peu compliqué, mais les Français dans la salle auront compris, l'univers des entreprises, avant une vraie boîte, c'est une boîte cotée. D'accord? Vous vous souvenez, certains ont mon âge, on a connu le second marché. On rentrait en bourse assez rapidement pour aller se financer. Apple est rentré en bourse 4 ans après sa création. Aujourd'hui, les start-up technologiques américaines mettent plutôt 8 ou 9 ans. L'accès au vrai marché, au grand marché, et je suis très respectueux et pas ironique du tout en disant ça, Paris, entre 1 et 2 milliards. Londres, entre 2 et 3 milliards. New York, 3-4 milliards. Qu'est-ce qu'on fait pour les sociétés qui ne valent pas 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards? Est-ce que le financement avec du crédit, et respectons les banques pour ce qu'elles font, c'est-à-dire du crédit, une banque n'est pas payée pour prendre du risque, une banque est payée pour prêter de l'argent, et les actionnaires sont là pour prendre du risque. Donc qu'est-ce qu'on fait? La nature ayant horreur du vide, les entreprises n'étant plus les bienvenues en bourse, un marché, qui est le marché du non-coté, s'est développé. La France est une des nombreuses bizarreries de notre pays, c'est qu'on a congelé le capital avec l'ISF, on a spolié le capital avec l'ISF, et depuis pas très longtemps, on est en train de décongeler tout ça. Mais dans l'espace-temps des 30 années où on a complètement déconné sur le sujet, pardon pour la traduction à nouveau, on a fabriqué l'industrie du non-coté la plus dynamique d'Europe. On a fabriqué 320 boutiques qui apportent 1 million, 10 millions, 100 millions, 500 millions à des entreprises pour les accompagner, des start-up pour en faire des plus grosses sociétés et peut-être de temps en temps des licornes, et pour accompagner des PME et faire des ETI. Pourquoi on est arrivé à ça? Parce qu'on a remis des humains, parce que le facteur de confiance, l'algorithme de la confiance, nos amis de Polytechnique ne l'ont toujours pas inventé, et c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est que face aux risques, face aux aléas, il faut remettre des humains dans le système. Et remettre de la confiance, je confie mon argent à M. Sedbon, je confie mon argent à M. Barberis parce que je les connais, d'accord, et qu'ils m'inspirent confiance. Et ensuite, à eux de faire ce boulot, d'avoir un arbitrage, d'être des investisseurs fondamentaux. La gestion passive, pardon Jean-Jacques, elle me sort par les yeux. C'est une inutilité économique massive. Et malheureusement, ce n'est pas toi qui as décidé ça, parce que je pense que si tu pouvais, tu ferais différemment. Mais la réalité, c'est qu'on est en train d'embarquer les marques dans un truc qui ne sert à rien, pour financer à court terme un truc qui ne sert à rien, et qu'il faut remettre de plus en plus d'argent dans un système long, permettant de rentrer dans l'acceptation de la vie, c'est-à-dire de vivre des aléas. Parce que les gens qui investissaient juste avant la révolution industrielle, du charbon, du chemin de fer, etc., ils n'étaient pas mieux lotis que nous. Certains ont pris des risques, certains n'ont pas pris de risques. Donc, à chaque fois, à chaque étape de la vie économique, de la vie tout court, il y a du risque, il y a des incertitudes. On peut raisonner, on peut réfléchir, on peut mesurer, mais à un moment donné, il faut remettre des investisseurs, des humains pour apprécier un risque. Après, tout le problème, c'est qu'en pasteurisant le système, on refuse qu'un humain puisse se tromper. Alors qu'on est à un moment où il va falloir faire des arbitrages, prendre des risques, aller vers des entreprises qui, sur le papier, elles ne sont peut-être pas encore au meilleur standard, elles ne sont peut-être pas encore notées par Moody's, malheureusement pour elles, ou heureusement pour elles, j'en sais rien, mais parce que je crois dans ce secteur, je crois dans cette équipe de management, je crois dans ce dirigeant, et je m'engage avec lui dans un partenariat où j'apporte du temps, j'apporte beaucoup d'argent, parce que la période, plus il y a de risques, plus il faut investir. Ce n'est pas en désinvestissant qu'on va affronter les risques. On a parlé des investissements technologiques, on a parlé des investissements pour que les entreprises s'adaptent à leur empreinte environnementale. Donc il faut énormément d'argent, et c'est à ce moment-là que la bourse nous dit « Ah non les gars, vous n'avez plus le droit de venir en bourse, ou revenez quand vous serez très très gros ». Donc on voit bien que c'est grave et c'est pas grave.
Je pense que ce n'est pas grave parce que les entrepreneurs, les entreprises sont en train de trouver d'autres façons de financer leur transformation, leur croissance, leur risque, et que plus on aura d'humains dans le système, même si on peut aussi avoir des notations, mais plus on aura d'humains, non, je suis sincère, c'est bien la notation aussi, mais plus on aura d'humains, plus on pourra faire avancer et affronter le risque. Moussa Touré m'excusera, je vais modifier un petit peu le programme. J'aimerais avoir des réactions à ce que vous venez de dire, Olivier Méen-Durand. Est-ce que vous avez des choses à... Oui. Vous avez vu Oui, parce que ce sont des humains qui font les notations, et ça c'est très important. Donc j'ai réagi parce que d'abord je suis d'accord, et je suis tout à fait d'accord que les plus petites sociétés ne bénéficient pas forcément de notation, et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, mais qu'il faut des humains pour analyser les risques, et qu'effectivement remplacer des humains par des algorithmes qui vont vous faire du scoring en vous disant votre rating financier il est de temps ou votre rating ESG il est de temps parce que mon fichier Excel ou mon super algorithme il l'a calculé, c'est une hérésie. C'est une opinion qui doit se développer. Ça prend du temps, ça demande des vraies compétences de comparabilité, etc. Donc non, j'étais d'accord. Jean-Jacques André. Non, merci beaucoup. J'ai très peur quand Olivier est intervenu à un moment, parce qu'il a commencé à dire qu'il faut remettre de l'humain, et ensuite il a parlé de mathématiciens, ce qui donnait le sentiment que les mathématiciens n'étaient pas des humains, ce qui m'a fait très peur, ce qui m'a beaucoup inquiété. Au-delà de la boutade, alors je suis sous le contrôle d'un gérant d'Amundi qui est dans la salle et qui est un gérant actif, puisque nous croyons à la gestion active chez Amundi. Je vais revenir sur la question qui était posée par Olivier sur la gestion passive, pas forcément exactement pour répondre à sa question, mais en fait pour revenir à ce qu'il a dit au début, qui est le point central du raisonnement, c'est la question de l'horizon de temps. On a fait très fondamentalement cette question-là. Pourquoi ? Si vous avez des types de gestion qui se développent, c'est en lien notamment avec la manière dont les investisseurs rapportent, selon un horizon de temps donné, les performances des investissements qu'ils réalisent vis-à-vis de leur gouvernance. À partir du moment où vous êtes sur des temps courts, par définition, vous allez vous inciter massivement les uns et les autres à essayer d'arguer devant leur gouvernance respective qu'ils ont répliqué la performance du marché. Donc fondamentalement, c'est exactement ce que tu mentionnais au début, c'est comment on remet du temps là-dedans. Il y a un financier assez célèbre qui disait une chose qui était intéressante. Pour un financier, il disait la seule chose qui ne s'achète pas, c'est le temps, et c'était Warren Buffett. Merci. Alors là, nous avons parlé de l'investissement dans les économies prospères, avancées. Moi, j'aimerais avoir qu'on écoute maintenant le point de vue d'un Africain sur ce sujet. Moussa Touré, au Mali, comment vous voyez là la question ? Bien, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Effectivement, j'ai écouté religieusement tout ce qui a été dit avant. C'est très intéressant. J'ai envie de dire que, en ce qui concerne le Mali ou l'Afrique, j'ai envie de dire qu'on n'en est pas encore là. Mais l'avantage, c'est qu'on tire toujours la leçon ou les leçons de ce que les économies les plus développées pratiquent, et ça nous permet de sauter le pas. C'est le cas de tout le développement autour des nouvelles technologies. Aujourd'hui, l'Afrique fait partie des zones les plus dynamiques. Et quand on parle de portefeuille électronique, c'est en Afrique qu'on a le plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, on est numéro 1 à ce niveau-là. Pour revenir à la question, justement, j'aimerais notre thème, j'aimerais le contextualiser à l'Afrique. Et Jean-Jacques, je crois, l'a dit, il y a une différence entre l'incertitude et le risque. Et lorsqu'on parle d'investissement en Afrique, on a dépassé déjà le stade de l'incertitude. On parle plutôt de risque, le risque africain, le risque en Afrique. Et ce risque ou ces incertitudes revêtent d'autres natures au-delà de nouveaux risques évoqués auparavant, qui nous concerne, bien sûr. Tout ce qui est risque climatique, par exemple, concerne absolument des projets les projets d'investissement en Afrique, il faut les intégrer. Mais nous faisons face à d'autres risques où nous avons des expressions de la part des investisseurs potentiels qui sont préoccupés par d'autres natures de risques que vous avez dépassées ici. Ce sont des risques liés à la stabilité politique, on va dire, des risques liés à la sécurité, même si aujourd'hui, la sécurité est une question mondiale et pas seulement africaine, et encore moins malienne, et des risques d'autres natures
que j'appellerais des risques de méconnaissance de l'Afrique, méconnaissance aussi des acteurs même. Si je prends par exemple les banquiers, jusqu'à très peu, il y a quelques années, ce n'était pas la peine d'amener un projet dans le domaine de l'agriculture auprès d'un banquier. Jamais il ne vous suivra, tout simplement parce qu'il n'a pas la connaissance de ce secteur-là. Aujourd'hui, les banques, les financiers sont en train de s'investir pour acquérir les compétences parce que ces secteurs sont des secteurs prioritaires de développement pour nos pays. Donc moi, cette question m'amène à me poser deux petites questions. Est-ce qu'in fine, cette notion de risque ou d'incertitude n'est pas exagérée? Est-ce qu'à travers le monde aujourd'hui, on n'amplifie pas trop? Il n'y a pas une surévaluation par les spécialistes de l'évaluation? Je dis cela parce qu'il y a quelques éléments tels que on a le sentiment, enfin, j'ai le sentiment personnellement qu'aujourd'hui, le nouveau monde veut tout maîtriser, on veut tout contrôler, alors que l'investissement lui-même, par essence, c'est le risque. Donc, n'y a-t-il pas un paradoxe à ce niveau-là? Il y a aussi le fait que, j'ai parlé de la méconnaissance, mais quelqu'un l'a dit, il y a cette aversion au risque qui est en train de se développer de plus en plus, et à travers le monde. Donc tout ça, ce sont des choses qui font que la question me paraît pertinente. N'exagérons-nous pas lorsque nous parlons de risque ou d'incertitude? Et cela m'amène à justement partager ce que nous vivons en Afrique. Il y a un certain nombre de paradoxes qui me paraît important de partager avec vous ici. L'Afrique est aujourd'hui enviée quand on parle de développement, de croissance économique. C'est l'Eldorado ou le prochain Eldorado du monde en termes de développement économique. Là où on a les taux de croissance à 2 chiffres, je pense que la France, qui m'accueille aujourd'hui, serait très heureuse d'avoir des chiffres similaires. Mais en même temps, c'est la zone où il y a le moins d'investissement, alors que c'est là où il y a le plus gros besoin. Donc il y a un réel paradoxe à ce niveau-là. Le deuxième paradoxe que je voudrais partager concerne justement le capital. Nos banques en Afrique, particulièrement au Mali, sont extrêmement liquides. Extrêmement. Ils ont beaucoup d'argent, comme les acteurs privés d'ailleurs, mais elles prêtent très très difficilement. L'accès au financement pour des projets est certainement un des éléments les plus qui constitue un frein majeur aux investissements en Afrique. L'accès au capital, l'accès au financement. Alors que l'argent est là, en fait. Donc, ce paradoxe aussi doit être intégré dans la réflexion globale. À côté de cela, et je l'ai dit, du fait de ce dynamisme envers l'Afrique, et qui se justifie d'ailleurs, puisque aujourd'hui, l'Afrique est certainement la zone où il y a les plus grosses opportunités d'investissement. Et ces opportunités sont multisectorielles. Quelle que soit l'activité que vous preniez, quel que soit le domaine, que ce soit l'industrie, le service ou autre, tout est à faire, comme on le dit, tout est à faire en Afrique. Donc, je voudrais profiter de cette tribune et des participants d'aujourd'hui pour vous dire que, indépendamment des risques qui peuvent exister spécifiques à l'Afrique ou partagés avec le reste du monde, venez investir en Afrique. C'est là où les choses vont se passer les prochaines décades de notre civilisation. Et les retours sur investissement, parce que le risque est plus important, donc seront meilleurs que ce que nous enregistrons en Europe ou ailleurs dans le monde. Et que certainement, c'est une zone où nous avons encore des notions de base. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut restaurer la confiance. Investir, c'est d'abord, on a confiance à quelqu'un, on lui donne son argent.
Et c'est une valeur qui est encore prédominante dans notre zone. Et donc, nous n'avons pas besoin de reconstruire cela. La porte est ouverte et une structure comme la nôtre, l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, est là pour vous accompagner et vous assister. Merci. Merci Moussa Touré. Moi, ce que j'ai retenu là, de votre intervention, notamment, et d'ailleurs c'était une fausse question, quand vous demandez ne surévaluons-nous pas le risque, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'on ne se fait pas peur? Philippe Sedbon, vous voulez, je crois, réagir à ça. Ça, et vous avez ajouté, on veut tout contrôler, or l'investissement, c'est le risque. Juste, alors je ne me permettrai pas de parler de l'investissement en Afrique aujourd'hui, mais l'investissement, c'est le risque. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. En réalité, c'est pour chaque niveau de risque que j'accepte ou que j'ai envie de prendre, je dois être rémunéré pour ce risque pris. Et donc, je dois avoir une hiérarchie dans ce qu'on appelle dans le jargon financier la prime de risque. Donc, à combien je suis rémunéré au-dessus du taux considéré comme sans risque, s'il existe encore. En tout cas, cette hiérarchie, elle est importante. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus gommée par cette politique monétaire qui amène tous les rendements vers zéro. Et donc, on ne peut pas travailler dans un monde où la hiérarchie du risque n'existe pas. Philippe Trainard. Je crois tout d'abord, il faut quand même bien voir que l'univers des risques a changé et que nous sommes confrontés à plus de risques internationaux, etc. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas des opportunités, mais se dire, attention, l'univers des risques a changé. Le deuxième point, quand même, concernant les taux d'intérêt, prenons garde. Effectivement, les politiques monétaires ont joué dans le sens de la baisse des taux, mais en même temps, cette baisse des taux vient du fait que nous avons une aversion au risque plus élevée, que l'univers des risques s'est accru, que ce faisant, les primes de risque se sont élevées parce que le capital s'est rapatrié des investissements risqués vers les investissements non risqués, et ça fait baisser les taux d'intérêt. Et je crois que là, on a quand même une vraie question, il y a un vrai défi, ce qui fait qu'on peut être optimiste, mais en même temps, il y a des situations à débloquer. Alors, moi, je vous soumets le travail de... On a cité beaucoup d'auteurs, là, mais d'un auteur que je trouve passionnant, très stimulant sur cette question, qui est Nassim Taleb. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est un ancien trader, qui a écrit Le Signe Noir, Antifragile, et dont le sujet est le rapport au risque et à l'imprévu dans nos sociétés. Lui, il estime qu'il y a plutôt moins de risques aujourd'hui que dans les années 30, évidemment, ou à une autre époque, mais surtout que nous manquons de gens, d'êtres humains, de dirigeants prêts à jouer leur peau, c'est son terme. Alors là, je m'adresse aux dirigeants que vous êtes. Est-ce que vous êtes aussi prêts à donner l'exemple et à jouer votre peau, à assumer ces risques? Oui, on fait ça tous les matins. Non, mais évidemment, évidemment qu'on est très exposé et on va l'être de plus en plus. C'est-à-dire que c'est logique qu'on demande des comptes à la finance et c'est logique que la finance rende des comptes. Et pas simplement à sa régulation. Et la beauté de la période qui nous emmène vers une transparence où on va tous finir en string. Enfin, bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a plus d'autre choix que de sortir de la tranchée pour s'exprimer et pour expliquer à quoi on sert. La raison d'être d'une entreprise, on la voit bien. La raison d'être d'un fonds d'investissement, il va falloir qu'on arrive à expliquer à quoi sert un fonds d'investissement. Est-ce qu'un fonds d'investissement sert juste à fabriquer X% de TRI en fonction d'un niveau de risque? Ou est-ce qu'un fonds d'investissement, une société d'investissement qui investit dans une start-up, une PME, une ETI, a une fonction supplémentaire à sa fonction fiduciaire? Moi, j'ai une réponse tout à fait claire par rapport à ça, c'est que nous avons une responsabilité qui s'est élargie, nous gérons des quantités d'argent qui sont considérables, nous devons accompagner les entreprises pour qu'elles se transforment, et plus il y aura d'argent mis à disposition du talent managérial français, africain, peu importe, plus on arrivera à affronter les risques, à transformer et à permettre à ces entreprises de services industriels d'apporter des solutions aux problématiques qui sont celles du monde d'aujourd'hui, qui sont différentes d'il y a 30 ans et d'il y a 50 ans. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y ait plus de risques aujourd'hui qu'hier. Les risques sont de nature différente, ils peuvent être systémiques,
le réchauffement climatique, les problématiques environnementales, les problématiques sociales sont massives. Pour autant, l'entreprise et l'actionnariat des entreprises doivent contribuer à fabriquer des solutions. Les États seuls ne sont plus capables d'apporter les solutions aux problèmes qui sont devant nous. Philippe Trainard. Je voudrais dire, non, je pense quand même qu'il ne faut pas non plus trop charger la transparence. Quelque part, la transparence contribue à la réduction des risques. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est simplement que la contrepartie sache quel est le risque qu'on est en train de lui refiler. Et je crois que ça, c'est une bonne chose. Inversement, je crois qu'il faut faire attention dans la régulation parce qu'à certains moments, la régulation peut tirer au-delà de ce qui est nécessaire. Moi, je prends par exemple un exemple dans l'assurance. L'assurance, la régulation est venue nous dire les actions, c'est trop risqué. Ne prenez pas d'action. Donc, on charge en capital les actions dans des proportions très élevées. Là, on crée de l'aversion collective au risque, c'est-à-dire du fait qu'on ne va pas prendre ce risque et justement, comme dit Nicolas Taleb, qu'on n'est pas prêt à le prendre risque parce que collectivement, on ne veut pas le prendre. Merci. Alors, je suis désolé, le temps est écoulé. Donc, je remercie tous nos invités, Nicole Notat, Myriam Durand, Philippe Sedbon, Olivier Millet, Jean-Jacques Barberis, Moussa Touré et Philippe Trainard. Merci.